Aviez-vous déjà remarqué que les aliens de nos dessins animés se travestissaient? Vous n'y croyez pas? Et pourtant ils sont là, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos greniers, dans nos placards. Lilo et Stitch, les Teletubbies, American Dad, les Zinzins de l'espace et les Super Nanas sont des exemples de séries ou films d'animation présentant en guise de personnages principaux ou secondaires des aliens qui se travelotent. Icônes queer ou outils de propagande LGBT-phobe? Il nous faudra revenir aux origines des représentations queer dans les dessins animés et voyager encore plus loin dans le temps, dans l'Antiquité plus précisément, pour découvrir les origines nominatives de la communauté LGBTQIA+. Ici la Pétnode, votre travelot la plus chaude pour vous servir dans cette aventure des plus aliénantes, des plus misandres et des plus science-fictionnantes. Voici, les aliens sont des travelots. What are you doing? Nothing. Magnificent. Surprise, bitch. Do you know these skates? Do you know these skates? You know, people like you are the reason I was afraid to go to school as a child. My head looks swollen. Actually, she's just ugly. And I will kill everyone. En 1860, Karl Heinrich Ulrich, qui est un juriste allemand, inventa les termes uraniste-uranien pour définir la communauté LGBTQ+, de l'époque. À l'époque, c'était criminel d'être LGBT et nous étions pendus, voire assassinés. Ou pire! Être LGBT était criminel. Nous pouvions être emprisonnés et assassinés. Il a décidé en fait d'inventer ces termes parce qu'à l'époque, on ne définissait pas les personnes LGBT, on les appelait seulement par des insultes comme sodomite, pédéraste ou tante. Karl Heinrich Ulrich a décidé à partir de ce moment-là d'écrire sous son vrai nom. Il a été envoyé directement en procès pour incitation à l'homosexualité, du coup à la sodomie. Dans ce procès, devant une flopée en fait de juristes blancs, cis, hétéros, il a fait son coming out. Il a certainement fait le premier coming out en Europe. On peut le considérer comme le pionnier en fait de la communauté LGBTQ+, le premier qui a défendu les personnes LGBT en Europe à cette époque. Quand il était en prison, Karl Heinrich Ulrich reçut une lettre de son collègue hongrois, Karl Maria Kernbéni, qui lui a annoncé qu'il était très intéressé par l'idée de nommer les personnes LGBTQ+, mais que pour lui, il était aussi très intéressant, par conséquent, de nommer ceux qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire ceux qui étaient hétéros. C'est pourquoi il inventa, lui, de son côté, les termes homosexuels et hétérosexuels, des termes qui paraissent un peu plus scientifiques et sociologiques et qui sont aujourd'hui encore utilisés. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est les origines de notre nomination. Uraniste. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? En fait, Karl Heinrich Ulrich s'est inspiré du banquet de Platon, qui est un livre écrit par Platon à l'époque de l'Antiquité. La mythologie grecque, en fait, c'est une sorte de télé-réalité pour les Grecs, avant la télé et avant la réalité. Gaïa, la Terre, enfanta, comme la Vierge Marie, elle toute seule comme une grande, de Ouranos, le ciel. Ouranos, du coup son fils, et Gaïa décidèrent ensemble de concevoir d'autres enfants, donc par des relations plus ou moins incestueuses et non naturelles. Ils ont eu du coup comme enfants les titans, Chronos qui représente le temps, et Mnémosyne qui représente la mémoire. Malheureusement, Ouranos était un très mauvais père. Frère. Il obligeait ses enfants, frères et sœurs, de rester dans le ventre de leur mère, sa propre mère, hein, rappelons-le. S'ils naissaient, il les envoyait directement dans le Tartare, qui est en fait l'enfer des Grecs. Attristée par ces actes violents, Gaïa supplia ses enfants de l'aider dans cette situation. Elle était certainement très triste de voir tous ses enfants mourir dans le Tartare ou rester dans son ventre qui devait certainement grossir de plus en plus. Chronos, donc le temps, décida de prendre les choses en main, c'est-à-dire qu'il prit une faux avec ses mains et il décapita le pénis, comment on dit déjà castra son père, / grand frère, pour
empêcher son père d'être une personne cruelle. Il ne faut pas glorifier Chronos, du coup le temps, qui a son père, parce que lui, il a tellement aimé ses enfants qu'il les a bouffés. Ce n'est pas un héros, Chronos. Il a juste castré son père, slash frère. Suite à cet acte, les parties génitales de Ouranos s'envolèrent dans le ciel et le sperme descendit sur la terre. Et par cette castration magnifique, naquit Aphrodite, appelée Urania. Donc Aphrodite, la déesse de l'amour céleste. Il y a deux Aphrodites, il y a Aphrodite, la fille de Zeus, et Aphrodite, celle-ci. C'est celle-ci qui nous intéresse. Elle est née de la castration d'un dieu mauvais, pas par des moyens hétérosexuels, et elle n'est pas non plus la fille de Gaïa, la fille de la Terre. Karl Heinrich Ulrich a certainement conclu que les femmes venaient de Vénus, que les hommes de Mars, et que du coup les uranistes et l'amour venaient simplement de la castration du ciel. Nous ne sommes pas les enfants de Gaïa, nous ne venons pas de la Terre. Nous sommes sur Terre pour nous mélanger aux êtres humains et humaines, avec nos corps et nos sexualités débridées. Cette vision des origines des personnes queer est très poétique. Malheureusement, elle est aussi utilisée par nos détracteurs qui pensent négativement que nous sommes des aliens, que nous sommes contre nature et que nos activités doivent être arrêtées puisque nous ne sommes pas du tout de vrais êtres humains. Nous sommes la communauté alphabet Pokémon, X-Men, un argument du coup qui a été utilisé maintes et maintes fois dans la pop culture et les dessins animés. Des figures extraterrestres se travestissant, convainquant du coup les plus petits que notre existence était aliénante. C'est ainsi que nous allons analyser point par point, personnage par personnage, les différentes figures de dessins animés qui peuvent étayer mon propos. En premier lieu, nous allons nous intéresser au cas des zinzins de l'espace. Alors c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert? On veut dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte? Mon bel aspi, je le passe le jour et la nuit, car lui et moi on est si bien tous les deux. Quand je le passe sur le tapis, plus rien d'autre de côte, et rien ne pourrait nous déranger. Oh, 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 oh. Ces boucles d'oreilles sont faites pour moi. Hein? Elles subliment mon regard. Ces fauteuils à boules sont d'un relaxant, c'est absolument génial! Santé, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge. Ah! Mais j'ai à peine 310 ans! Oh, du calme, Candy. Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes! En plus, elles étaient même pas lavées. Mais je ne veux pas faire de sport, je déteste le sport. Le sport, ça fait mal à mes muscles. Oh, rien qu'à l'idée de devoir prendre des douches collectives! Quoique, faut voir. Les gars, je descends à la plage. Qui est-ce qui vient avec moi? Les zinzins de l'espace est un dessin animé des années 90 à 2000 créé par la société française Xilam et présente 4 extraterrestres qui se sont écrasés dans un grenier avec leur soucoupe volante dans une maison sur Terre. Candy Hector Caramella est le personnage qui nous intéresse le plus dans ce dessin animé. Je vais lire désormais sa biographie sur Wikipédia. Petit alien vert à grosse tête, parfois affublé d'une jupette jaune à points rouges. Sa principale caractéristique est d'être complètement efféminé, à tel point que de nombreuses personnes continuent de le prendre pour une fille. Comment dire C'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle. Il est d'ailleurs homosexuel, et ne le cache pas. Il est d'ailleurs le seul à ne pas avoir succombé au charme d'une des locataires qui avait envoûté les autres zinzins dans l'épisode la toute première fois. Bien qu'il ait parfois laissé entendre qu'il est une femme, car à la fin de ce même épisode, tous les zinzins tombent amoureux de lui. C'est un maniaque du ménage et tient à son aspirateur comme à la prunelle de ses yeux. Candy est un grand romantique. Son rêve ultime serait de célébrer un beau et grand mariage d'amour. Ses yeux s'illuminent dès que le mot amour est prononcé et il peut tenir un long discours enflammé sur la beauté de ce sentiment. Il possède certes un côté très innocent, il est naïf et superstitieux, sans parler de son côté vierge effarouché, mais peut aussi être vicieux et manipulateur quand le cœur lui en dit. Il se sert souvent de ses charmes féminins pour arriver à ses fins, que ce soit avec les locataires ou ses amis. Il est très bruyant et pique tout le temps des crises d'hystérie. Il est aussi extrêmement lunatique, passant du rire aux larmes en 2 secondes chrono. Dans le jeu vidéo Stupid Invaders, Candy avoue qu'il souhaite retourner sur sa planète pour pouvoir changer de sexe et devenir une femme. Dites, docteur,
Dans votre clinique, pratique-t-on les opérations pour, changer de sexe? Ferme ta bouche et quand je débarre le créature porcine. Même s'il est naïf et impressionnable, il n'en est pas stupide pour autant. Candy a beau avoir un cœur en or, il ne faut pas trop l'énerver non plus, car ses colères sont dévastatrices. Peut-être parce que Candy se sent femme au fond de lui. Il ressent le besoin d'avoir une intimité vis-à-vis des autres zinzins. Il possède alors une chambre personnelle à l'écart des autres. Il possède une collection incroyable de petites culottes qu'il affectionne autant que son aspirateur. Il affectionne aussi son fer à repasser. Voici la biographie de Candy, décrite du coup par Wikipédia. Candy est visiblement le personnage féminin de ce dessin animé. C'est la fille du groupe, celle qui fait le ménage et la cuisine. Candy est genrée au masculin dans le dessin animé, alors qu'elle exprime au fond d'elle, dans le dessin animé et dans le jeu vidéo, une forme de dysphorie de genre. C'est pourquoi nous allons la genrer au féminin jusqu'alors. Ce qui est important à savoir en fait, c'est que là on parle de dysphorie de genre et d'une potentielle homosexualité aussi. C'est assez flou. Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Si nous tapons sur internet les zinzins de l'espace Candy dans la barre de recherche, nous avons plusieurs propositions. Nous avons homme ou femme, fille ou garçon, est une fille. Il y a même des sondages sur internet qui demandent aux téléspectatrices s'ils ont une réponse concernant le genre de Candy. Il y a beaucoup de réponses telles que c'est une fille car elle fait le ménage et la cuisine, ou c'est un gars mais c'est un groupe aidé. C'est un mâle ou une femelle? Candy, c'est un homme qui veut changer de sexe, c'est une femme trans dans un corps de petit ver alien dégueulasse. Le sujet de sa dysphorie de genre potentielle et de sa sexualité douteuse n'est jamais pris au sérieux. Ce n'est jamais évoqué ni résolu à la fin du dessin animé ou du jeu vidéo. Candy n'est qu'une source d'humour. Concernant les travestissements, Candy n'est pas quelqu'un qui se travestit de manière quotidienne. Elle ne se travestit en femme seulement quand elle sort. Les zinzins de l'espace ont la particularité d'avoir une machine qui les transforme, qui les travestit en humains et humaines. C'est pourquoi, quand ils sortent de leur maison, ils peuvent se travestir comme bon leur chante en fonction des situations auxquelles ils sont confrontés. Sur 57 costumes d'humains et d'humaines, Candy se travestit en femme 32 fois. Généralement, les amis de Candy se travestissent en homme. C'est un indicateur qui nous permet de comprendre l'ambiguïté liée à son genre et à sa potentielle sexualité. En fouillant un peu sur internet, j'ai découvert qu'il existait un jeu vidéo des zinzins de l'espace qui s'appelle Stupid Invaders. Il a été créé dans les années 2000 et est aussi produit par la société Xylam, la société de production de ce dessin animé. Ce sont les mêmes créateurs qui ont fait le jeu vidéo et qui, d'une certaine manière, ont eu plus de liberté artistique concernant le scénario. On incarne un à un chaque personnage de ce dessin animé. Au moment où on joue Candy, Candy se retrouve en fait bloquée dans un égout. Pour s'enfuir, elle découvre en fait une sorte de bunker souterrain où se trouve un lapin aux fesses apparentes. Je vous laisse voir tout de suite l'échantillon vidéo. Wow, mais c'est un vrai nid d'amour ici. Je me demande bien qui habite. Ça dégueulasse qu'il ait 12 tétons quoi. Je peux vous répondre. Oh, qu'est-ce que... Waouh! Sur ma petite chose sauvage. Moi, c'est Nelson. Et toi, quel est ton nom? Tu aimes ici? C'est chez moi. Et ce que tu vois là-bas, c'est mon lit. Et à côté du lit, Dégueulasse. il y a une caméra vidéo. Alors je vais te filmer. Non! Et tu vas faire gruic, gruic. C'est trop creepy de ouf quoi. Gruic, gruic. Pourquoi il a le cul à l'air? Arrêtez! Il est horrible! Peu de temps après la séance vidéo qui a été imposée à Candy, nous retrouvons la personnage allongée sur un lit, à côté de Nelson, qui dort profondément. S'ensuit en fait un niveau où Candy doit s'échapper de ce bunker souterrain silencieusement. Si le joueur ou la joueuse fait le moindre bruit dans la pièce, Nelson se réveille et cela déclenche une autre vidéo. Oh! Pendant ce temps, Candy a couché avec le gars. Mais non, mais Candy, mais qu'est-ce que t'as fait? Que les extraterrestres fassent l'amour, genre que Candy se fasse enculer en fait. Enfin, vraiment, je ne voulais pas. Et pourquoi Candy a accepté cette proposition de sextape? Peut-être parce qu'il voulait tout simplement qu'on le... Ma chérie. Parce que je vais acheter des cigarettes. Tu n'as pas besoin de cigarettes. J'ai un gros Havane là tout près, roulé sur des cuivres de pucelle. Et... J'ai failli recracher mon café, quelle horreur! Une transition temporelle.
Candy se réveille de nouveau aux côtés de l'homme lapin dormant sur le ventre. Et la scène recommence à chaque fois l'alien vert ne parvenant pas à s'enfuir silencieusement. Le game over est donc un viol à répétition. On ne voit jamais Candy se débattre ou hurler de peur. Cependant, il est clairement montré par les réactions faciales du personnage qu'elle n'est pas consentante. C'est un viol. Pour les joueurs qui ont posté les vidéos de leur jeu, il n'y a pas de viol. Non! Non, il y repasse! Non! Jean Candy se laisse faire, hein. C'est même pas du viol, hein. C'est même du viol conjugal. Mais par contre, le but du jeu, c'est quand même d'échapper à notre prédateur sexuel, enfin à notre amant en fait, qui n'en peut plus de nous. Et sachant qu'il n'a rien à foutre du fait qu'on soit un extraterrestre ou pas. Candy, c'est clairement une allumeuse dans l'animé. Mais oui, hein, c'est vrai. Hein. Dans une société patriarcale où la culture du viol encourage à interpréter le non comme un « pas tout de suite mais bientôt », il est encore plus difficile d'espérer voir les téléspectatrices, les développeurs et les développeuses, les joueurs et les joueuses reconnaître que Candy a été violée. Et que ce jeu vidéo, destiné à des joueurs et des joueuses de 12 ans minimum, encourage le viol. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. On peut alors voir le parcours de Candy dans ce jeu vidéo comme étant une mise en garde. Si une personne innocente s'approche de ce genre de coin sombre des villes, si elle se rapproche trop près du terrier du lapin, elle pourrait tomber dans des lieux aussi dangereux que le donjon sexuel de Nelson, piégée par un prédateur vous séquestrant et vous violant. D'une certaine manière, ce jeu vidéo met en garde les personnes voulant expérimenter leur homosexualité, expliquant que si Candy n'avait pas franchi la limite, son viol n'aurait pas eu lieu. L'évolution de la trame narrative de Candy n'est pas subtile. Elle passe d'une petite folle gentille aimant les activités et les vêtements pour femmes dans la série animée à une perverse trans qui se fait dominer sexuellement par un homme dangereux dans le jeu vidéo. Il y a donc deux versions de Candy. La question qui m'intéresse désormais est de savoir, puisque les réalisateurs peuvent avoir plus de liberté de narration dans les jeux vidéo que dans les dessins animés, si la version de Candy de Stupid Invaders ne serait pas la réelle représentation des homosexuels du point de vue des réalisateurs. Le viol de Candy n'aurait jamais pu être visible dans la série animée. Pourquoi le mettre dans le jeu vidéo, si ce n'est pour ternir encore plus la vision que les spectatrices pourraient avoir des déviants sexuels? On pourrait alors, si l'on écarte le sujet du consentement déjà annoncé, se demander pourquoi personne ne plaint la pauvre Candy. Personne dans les commentaires de cette vidéo ne dénonce le caractère violent de cette étape du jeu. Au contraire, tout le monde rit devant cette scène complètement absurde, les commentaires oscillant entre dégoût amusé et dénégation. Parce que parmi tous les personnages, seule Candy pourrait se retrouver dans cette situation. L'alien vert homosexuel qui assume quand elle a le béguin pour quelqu'un et qui a un genre incompréhensible. Son viol se fait passer secrètement pour un plaisir. Mais je sais pas pourquoi les voyous m'attirent. Et même si l'image la montre contrainte, le ou la jeune téléspectatrice ne comprend pas exactement qu'il ne s'agit pas d'un plaisir car, c'est suggéré, nous sommes des obsédés sexuels. Des personnes qui se dénudent pendant les prides tout en imitant des gestes grossiers qui ne correspondent pas à notre genre. Des pervers et des perverses qui s'adonnent à des plaisirs polygames inadéquats et qui contractent par conséquent une maladie effroyablement divine qui nous éradique. Le problème avec l'arc narratif de Candy tient au fait qu'elle est un stéréotype pholophobe de l'homosexuel. Candy est quelqu'un à propos de qui ces jeunes peuvent rire et se moquer. Sa sexualité et son genre sont l'objet de blagues à répétition. Car les homosexuels sont des êtres efféminés, des hommes non virils dont on peut rire, qu'on peut importuner, critiquer, injurier, tapoter, tabasser, torturer, séquestrer, violer, laisser pour mort et tuer par humour. Si pour eux, un viol est une blague, en aucun cas la sexualité et le genre de Candy ne peuvent être pris au sérieux. Et par conséquent, pourquoi les uranistes réels le seraient-ils? Je me souviens d'une interview sur Game One à l'époque où ils disaient que Candy c'était un peu leur préféré, donc ils aimaient vraiment lui faire prendre plus cher que les autres. Candy, tu crois que c'est vraiment le moment de faire la tapette? Mayday! Mayday! Au secours, nous sommes naufragés sur une planète affreusement hostile. Pour continuer dans l'analyse de nos extraterrestres travestis, il est important de poursuivre avec Lilo et Stitch. Lilo et Stitch est une saga animée composée de 3 films et une série. Même 4 films maintenant avec le live action de 2025. Les personnages qui m'intéressent dans ce dessin animé se nomment Plickly et Jumba. Ce sont 2 personnages secondaires qui, je pense, sont en couple. I don't believe we've met. This is Uncle Jumba, and I'm Auntie Plickly. Enchanté. I
am thrilled! My very first day at an Earth beach. No, Mom, but Jumba and I have been very busy. My mom says hi. Yeah, She's waving. Oh, it's horrible, Mom. Stitch is taken off from the ship, and we have no way to contact him. Poor Jumba. He's worked so hard. Nice to be meeting you. Au revoir, Monsieur Kumu. Goodbye. Boy, good thing we were here. I'm not talking to you. Jumba! Quickly. It's bad time. I'm sorry. It's just that, well, I just miss you so much. I mean, I just happened to be in your quadrant, so I thought, hey, maybe I'll drop by. Hang up! Hang up! No. No, but don't you miss your Aunt Pleakley? No. I'm wearing the wig. Jumba est un scientifique jugé fou et Pleakley est un spécialiste de la race humaine et décident tous les deux du coup de partir en mission et ils sont obligés pour cela de se travestir en humain pour éviter d'être découverts. Au fur et à mesure de la narration, Pleakley et Jumba rencontrent Lilo et se font passer du coup pour l'oncle et la tante de celle-ci. Pleakley se fait toujours passer pour la tante et Jumba toujours pour l'oncle. Ils sont tous les deux tout le temps fourrés ensemble. Pleakley se cache généralement derrière les bras costauds de Jumba et dorment même dans la même chambre. Ce qui est intéressant en fait dans cette saga d'animation, c'est que par exemple les deux n'avoueront jamais l'un pour l'autre ni aux téléspectatrices leur amour pour l'autre. Mais il y a cependant par exemple un mariage. Ils se marient tous les deux lors d'un épisode centré sur le mensonge. Pleakley et Jumba se marient avec un vrai prêtre hawaïen. Donc il y a vraiment une cérémonie et un vrai mariage officiel entre deux aliens de genre masculin. Cette scène a été tournée au ridicule. Ce n'est qu'une succession de bizarreries et de blagues comiques qui nous empêchent de prendre cette cérémonie au sérieux. Well, it looks like we have all the rings here today. The wedding ring, the suffer ring, and the torture ring. À mes yeux, il s'agit d'un couple homosexuel que Disney n'avouera jamais. Ils ont récemment fait un film en live action de Lilo et Stitch. Pleakley et Jumba sont présents, mais ne sont pas du tout en relation, ne serait-ce qu'amicale. Concernant le travestissement, en fait, Pleakley est plus attaché au travestissement que Jumba, c'est-à-dire que Pleakley adore les perruques, adore les vêtements féminins, il adore le jardinage, il adore le maquillage, il adore la cuisine, il adore toutes les activités dites pour femmes, à l'instar de Candy dans Les Zinzins de l'espace. My lotion. See ya. Wait! Come back here! I'm beautiful! On peut y voir du coup une sorte d'épanouissement depuis qu'il est arrivé sur Terre, un épanouissement du coup queer qui est très intéressant à voir. Malheureusement, dans le film en live action qui est sorti en 2025, Pleakley ne se déguise jamais en femme ou ne se travestit jamais en femme ou ne découvre jamais sa queerness. C'est d'ailleurs été critiqué par la communauté LGBT récemment. Not to draw attention to herself! What about that guy? Officieusement, il s'agit du premier couple homosexuel que Disney ait décidé de montrer à l'écran. Disney n'assumera jamais ce couple comme étant un couple homosexuel, puisqu'il n'y a que des sous-entendus et jamais de baisers ou de je t'aime de montrer à l'écran. Anecdote intéressante, Éric Métayer a doublé Candy des Zinzins de l'espace et Pleakley de Lilo et Stitch. Il a aussi doublé Bob Razowski dans Monstres et compagnie, qui est lui aussi un monstre un peu plus efféminé. C'est qu'ils m'apprécient. Ils effleurent ma chair du bout de leur nez. Oh, mais quelle belle collection de bijoux fantaisie. Je tâcherai d'être moins négligent. Je trouve ça assez amusant comme anecdote, sachant que rien n'est officiel et qu'aucune identité que j'ai mentionnée pour le moment n'est queer officiellement. Pleakley et Candy sont étroitement liés. Toutes les deux sont des victimes d'un humour répétitif et oppressif, aux connotations homophobes et transphobes sur leur goût pour la féminité, leur excentricité et leur orientation sexuelle non classique. Orientations qui ne sont jamais réellement désignées par les scénaristes. Autant de stigmates qui permettent de perpétuer l'image aliénante associée aux hommes non virils. Oui, allô Nikki. J'ai pas été appelée pour le casting de la saison 4. C'est normal ? Allô ? Allô ? Elle va rappeler. Nous allons nous intéresser à un dessin animé qui a choqué le grand public polonais et états-unien dans les années 90. Ce qui m'a surpris avec l'existence de Pleakley et Candy, c'est que personne n'a semblé crier au scandale devant des personnages qui se travestissaient en femmes alors qu'ils étaient genrés au masculin. Dans beaucoup de pays,
les identités queer sont censurées ou les films présentant des identités queer sont censurés. Nous avons l'exemple récent de la Chine qui a décidé d'utiliser une IA pour inverser un couple homosexuel et le transformer en couple hétérosexuel dans un film en 2025. C'est pourquoi il est important maintenant de vous parler du cas des Teletubbies. Les Teletubbies est une série live-action avec des acteurs et des actrices qui sont dans des grosses poupées représentant les Teletubbies. C'est une série créée par Han Wood qui est sortie dans les années 90. 4 extraterrestres vivant sur une colline verdoyante. Nous avons un soleil en guise de bébé et un aspirateur qui fait le ménage et qui est vivant. Un dessin animé qui est considéré exclusivement pour les bambins de 1 à 3 ans. Pourquoi ce dessin animé a choqué autant les Polonais et les États-Unis? Je vais vous lire désormais un article de W. Prost. Le gouvernement conservateur au pouvoir en Pologne est parti en croisade contre l'incitation à l'homosexualité, sous toutes ses formes. Et les dernières victimes en date ne sont autres que les Teletubbies. Ces créatures ressemblent à de grosses peluches de couleurs vives, qui font la joie des enfants de 0 à 2 ans dans 120 pays. Le programme produit par la BBC connaît un succès considérable depuis plus de 10 ans. Les Teletubbies, présentés par leurs créateurs comme des bébés technologiques, sont au nombre de 4. Dipsy, la peluche verte qui porte des chapeaux étranges, Lala, la fille de la bande, en jaune, qui possède un ballon, Po, le rouge et son vélo, et Tinky Winky, le violet. C'est ce dernier qui pose question aux autorités polonaises. Tinky Winky se distingue en effet par un sac à main qu'il transporte partout avec lui. Il pourrait y avoir un sous-entendu homosexuel voilé derrière ce sac à main, estime très sérieusement Ewa Słowinska, médiatrice polonaise aux droits de l'enfant. Un argument déjà avancé par des groupes conservateurs chrétiens américains. J'ai bien remarqué que Tinky Winky avait un sac à main pour femme, mais je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'un garçon. J'appelle les psychologues à regarder de près le dessin animé afin de trancher s'il peut être diffusé sur la télévision publique ou non. Il faut l'examiner. S'il y avait une promotion d'attitude inappropriée, il faudrait réagir, poursuit la médiatrice. Le télé-évangéliste et activiste américain Jerry Falwell affirme en 1999 que Tinky Winky est gay. Pour lui, pas de doute. Tinky Winky est gay. Et c'est très grave. Au-delà du sac à main, quels sont les autres arguments? Il est violet, comme la Gay Pride. Son antenne est en forme de triangle, le symbole de la Gay Pride. Ces accusations ont été par la suite le fruit de vifs débats sur l'orientation sexuelle du personnage fictif. Je trouve ça assez drôle qu'on puisse imaginer une sexualité à un extraterrestre, dont les normes genrées ne correspondent pas finalement à la Terre. Et en plus de ça, à des personnages qui sont censés n'avoir que 3 ans. Ils ne disent que quelques mots, gros câlin, joli, beau. C'est le vocabulaire qu'ils ont. Je ne pense pas qu'ils sont homosexuels et se font pénétrer tous les jours. Il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de coups donnés sur ces personnages. Il n'y a qu'un sac à main. Ce dessin animé montre une sorte de liberté de se mouvoir, d'exister et de vivre. Il n'y a pas d'humains, il n'y a que des aliens qui sont en liberté. Bien que ce soit toujours le cas, l'ère du bleu pour les garçons et du rose pour les filles était encore plus en vogue dans les années 90 qu'aujourd'hui. Mais cette série n'est pas une propagande révolutionnaire remettant gravement en question les fondements conservateurs des institutions patriarcales ou les méthodes de vente capitaliste de jouets pour enfants. Il n'y a pas de drapeau LGBTQ+ brandi. Il n'y a pas de connotation sexuelle dans ce feuilleton. Il n'y a pas de « les enfants, regardez comment c'est super d'être homosexuel ». Il n'y a qu'un sac à main. Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po ont la meilleure des vies. Celle d'enfants sans aucun problème. Une hétérotopie pour tous les queers. Les Teletubbies sont des êtres aux couleurs vives, différentes, mais dont les couleurs faciales se rapprochent de celles des humains et humaines. Chaque Teletubby a son teint de peau à lui, à elle. On pourrait alors penser que ce paradis, sans danger ni drame, est aussi une hétérotopie inclusive, prônant un respect envers les minorités, tout en les rendant visibles aux jeunes téléspectatrices. Et pourtant, il y a des polémiques. Ce n'est pas une surprise. Les indignés scandent l'ignominie que représente Tinky Winky quand il porte son sac à main, mais personne ne proteste devant le viol de Candy. Quand un personnage supposé LGBTQ+, n'est pas ridicule et démontre qu'une vie heureuse et paisible est possible, les conservatrices s'indignent.
Lorsqu'il est victime d'un humour oppressif, tout le monde rit. Et ce, même si ces personnages souffrent d'une dysphorie de genre, d'homophobie ou d'agression sexuelle. La folophobie que je décris à propos des personnages des différentes séries évoquées plus haut n'est que suggérée et n'est en aucun cas explicite. Les créateurs de ces victimes pourront, s'ils sont de mauvaise foi, trouver des arguments pour contredire mes propos. Car il n'y a pas de sale folle ou d'enculé qui soit prononcé. Il ne peut y en avoir, sinon de nombreuses procédures judiciaires auraient permis d'interdire le passage de ces dessins animés à l'antenne. Les personnages reçoivent tout de même des coups de temps à autre, qui sont synonymes de gags. Mais les raisons de ces gifles et coups de poing paraissent très peu justifiables scénaristiquement parlant, et restent ambiguës quant aux enjeux véritables de cette violence sur les queers projetés à l'écran. Caractérisés aussi comme des personnages gentils, ces aliens pourraient, à force d'être des victimes de violences physiques et de moqueries, engendrer de l'empathie et une résistance égalitaire de la part des téléspectatrices adultes qui assistent à ce genre d'homophobie gratuite. Car il est vrai que ce qui les fait rire leur permet aussi d'apprécier davantage ces personnages. Il n'en est rien. Comme on l'a vu précédemment, le fait que Tinky Winky porte un petit sac à main rouge suscite au contraire l'indignation. Même en tenant compte du fait qu'il est évident que les téléspectatrices victimes aussi de folophobie soient en minorité, ce qui est par conséquent un argument à l'appui de l'interrogation qui va suivre, pourquoi personne avant moi n'a-t-il remarqué et fait connaître que les aliens travestis des dessins animés sont un outil LGBT-phobe créé pour dissuader les petites folles d'exister? Pourquoi personne n'a rien dit jusque-là? Les extraterrestres travestis ne sont pas le seul cliché projeté sur la communauté queer. Depuis des décennies, les dessins animés ont utilisé un autre type de personnage prouvant que les personnes LGBT n'étaient pas des personnes fréquentables. Par leur figure, les dessins animés Disney sont passés maîtres dans l'art pour influencer les plus petits. Comment être gentil? Comment ne pas être méchant? À quoi il faut ressembler? Qu'est-ce qu'il faut détester? Qu'est-ce qu'il faut aimer? Par leurs personnages, Disney a permis aux enfants de savoir vers quoi s'orienter. C'est pourquoi les méchants Disney sont tous LGBT. Looks like the real bad guys showed up. What do you mean bad? Nobody's better at stealing water Pokémon than we are. And next time we steal men's clothes. Soyez prêtes pour la chance de votre vie, car enfin va venir le grand jour. At last you shall be free. I'm strong and brave and dashing my way there. Speed with might, with soft and bouncy hair. J'imagine le drame quand tous ces gentils hommes verront mon pouvoir qui rutile et qui rayonne. Et que mon piège se mette en place, que son image enfin s'efface. Give me not, honey lamb, I will slice this thing up like a ham. World of pain with which you are not familiar. Paul Rigoust, un journaliste du web, a écrit un article qui s'appelle « Le cinéma est politique ». Il dénonce justement les figures LGBT dévirilisantes des studios Disney. Je vais vous lire un de ces textes. Mais c'est surtout dans leur manière de bouger et de parler que les méchants sont les plus féminins. Leur voix va régulièrement s'aventurer dangereusement du côté des aigus, tandis que leur façon de s'exprimer est parfois assez soutenue et maniérée, comme pour Scar, Shere Khan ou Edgar par exemple. Leurs poses et leurs mouvements sont par ailleurs souvent connotés comme féminins. Parfois, les méchants vont même jusqu'à se livrer à un numéro de danse totalement inenvisageable pour un héros viril, tellement il emprunte au code de l'érotisme féminin. C'est manifeste par exemple chez Scar qui roule des épaules, passe sensuellement sa main dans sa longue chevelure et sautille sur la pointe des pieds. Mais aussi chez Ratigrand, qui multiplie les pointes et n'hésite pas à se lancer dans un émouvant solo à la harpe. En résumé, ces méchants ne sont au final qu'une bande d'efféminés. Tout est fait pour signifier aux spectatrices leur non-conformité aux normes de virilité incarnées par les héros. You're so weird. You have no idea. Quand on regarde de plus près, en effet, il y a plusieurs choses qui montrent que les méchants et les héros sont dissociables. Ils sont tous systématiquement comparés. Le héros est plus robuste, le méchant est plus rachitique. C'est fréquent, très souvent, de voir justement des méchants Disney
maquillées. Quand on compare avec les méchantes Disney, donc Ursula, la méchante reine, Médusa, etc., elles sont toutes maquillées, mais dans un maquillage exagéré. Elles exagèrent leur féminité, donc elles ne sont pas de bonnes femmes. Les hommes, en l'occurrence, sont maquillés, donc ce ne sont pas des bons hommes. Le fait qu'ils soient dévirilisés par leur manière, par leur chevelure, leur côté très raffiné, le fait qu'ils fassent attention à ce qu'ils mettent, prouve qu'ils sont méchants. Scar, Jafar et Hadès sont tous les trois frères de rois. Ils sont tous les trois mis de côté, désirant de manière maléfique le royaume. Leurs frères ont tout. Ils ont une famille qui les aime, un royaume qui les aime, mais tout est fait pour nous montrer que dans tous les cas, le méchant des virils n'obtiendra jamais la couronne, puisqu'il est des virils, puisqu'il a un corps malade et féminisé. I'm gonna rule it all. Yes. Anecdote intéressante, Ursula, la méchante de la petite sirène, a été inspirée en réalité par Divine, une drag queen, ce qui nous prouve enfin que les personnes LGBT ont influencé les méchants Disney. And don't underestimate the importance of body language. Malheureusement, il n'y a pas que les Disney qui ont fait de la merde en termes de représentation. La saga Shrek a pour but de démystifier les contes que nous connaissons et de créer de nouvelles formes d'histoire. Mais il y a quand même des stéréotypes qui restent dans leurs dessins animés. En essayant de rendre le prince charmant méchant, ils ont créé un prince charmant qui se met du gloss, qui se met du parfum, qui fait attention à sa chevelure. Is that glitter on your lips? Cherry flavored. Want a taste? Ugh! What is with you? En comparaison, dans Shrek 2, nous apprenons à connaître le personnage qui s'appelle Doris. Excuse me, I'm looking for the ugly stepsister. Ah, there you are. Right. Qui est l'affreuse belle-sœur de Cendrillon, qui se reclus dans une taverne de méchants. C'est un homme travesti. Elle fera un coming out sympathique dans le 3, mais est quand même présentée au départ comme étant l'une des méchantes. Pour continuer dans cette histoire, il est important pour moi de vous présenter le plus grand méchant qui correspond totalement à ce que j'essaye de vous dire depuis le début. Nous allons examiner désormais le cas de Him, personnage des Super Nanas. It appears our girls are secretly being monitored. But by who? Oh no, not... I can't say it! This is a villain so evil, so sinister, so horribly vile, that even the utterance of his name strikes fear into the hearts of men! The only safe way to refer to this King of Darkness is simply... him. Oh, Snake Beast. You didn't destroy them at all, did you? How could you let the Powerpuff Girls humiliate you so completely? Les Super Nanas est un dessin animé inventé en 1998 et qui est encore diffusé avec de nouveaux épisodes. Il a été créé par la société d'animation Cartoon Network. Il présente 3 petites filles qui sont des super-héroïnes et sauvent Townsville, leur ville de naissance, de tous les méchants qui essayent de détruire cette ville. Parmi tous ces méchants, il y a Him, un méchant inconnu, sombre et machiavélique. Him est censé être le diable incarné, c'est le pire méchant des Super Nanas. Il fait peur aux enfants, il a parfois même vaincu les Super Nanas. Il est maquillé, efféminé, travesti. Il porte des bottes en cuir, de la fourrure rose. Il a une voix qui passe des aigus au grave. Son nom est imprononçable, c'est pour ça que tout le monde le nomme Him. Lui en français. Tout le monde l'appelle lui, mais il est évident qu'il n'est pas que lui. On ignore pourquoi il déteste Townsville et pourquoi il déteste les Super Nanas. Ce que moi j'imagine, c'est que Him, tout le monde le déteste, tout le monde a peur de lui, tout le monde le nomme avec un autre nom que le sien. Les Super Nanas, elles ont tout. Elles ont des jouets, un papa qui les aime, une ville qui les aime et qui les chérit. Elles sont blanches. Peut-être que Him est seulement jaloux. Comme il est la représentation du diable, il y a certaines scènes dans ce dessin animé le montrant en train d'avoir un petit coït avec un objet dans son bain. Il est en train de se masturber dans son bain avec un canard en plastique. What's that you say? Yes! That's brilliant! Oh,
monster quackers. You are so smart. Quite a positively evil scheme you've hatched, and I'll finally be rid of those girls. C'est encore une fois une monstration de personnes avec un queer coding qui sont aussi des pervers sexuels. Nous avons le cas de Roger dans American Dad qui est souvent amené à avoir des situations sexuelles ambiguës. Les aliens sont des travelots, ce n'est pas une coïncidence. Depuis l'existence du premier méchant Disney, les personnages queer ou au minimum efféminés sont diabolisés. Les créateurs de ces fictions ont réussi à créer ce filtre nous faisant associer les uranistes au mal. Il n'y a pas de différence entre aliens travestis gentils et méchants maquillés. Diabolisés ou déshumanisés, le lien est le même, le message est le même. Nous devons nous méfier des hommes qui pourraient arborer trop de critères non virils, car ces personnes sont les plus dangereuses qui puissent exister. Toujours une idée malveillante derrière la tête. Ils peuvent mettre fin à vos vies, vous faire perdre votre virilité, vos valeurs, votre santé. Et s'ils ne sont pas mauvais, s'ils sont inoffensifs, le rôle de toute bonne personne est de s'en moquer, de les déshumaniser, de les martyriser, d'en avoir honte, voire de les plaindre, car ils n'engendrent que de la pitié. Leur faire violence pour qu'ils ne deviennent plus les transgresseurs du genre pourra leur éviter de devenir les méchants Disney précédemment cités. Le fait de ne pas remarquer que tous ces aliens subissent plus ou moins le même script LGBT-phobe ne concerne pas que les hétérosexuels cis, mais tout le monde. La diabolisation et la déshumanisation du queer opèrent depuis des générations. Il est normal de voir des méchants et aliens efféminés. C'est un protocole à respecter dans toute création de personnages à tourner au ridicule, à détester ou à craindre. La virilité est asservie par le cinéma. Les hommes sont les fidèles serviteurs de la masculinité. I'm surrounded by idiots. Nous avons pu voir des aliens qui se travestissent. C'est là que ça se passe, merci. Nous avons pu voir des aliens qui se travestissaient, des méchants efféminés. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir si le problème, c'est le travestissement ou si c'est la dévirilisation. Nous allons voir ensemble des cas de travestissement de femmes en hommes pour savoir si c'est ça le problème. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar, on parle d'elle dans toutes les chansons. Lady Oscar. Mulan et Lady Oscar sont toutes les deux des personnages principaux dans leur fiction. Mulan doit partir à la guerre pour sauver la Chine. Lady Oscar est née femme, mais son père refuse cette identité et décide de faire passer Lady Oscar pour un homme, pour qu'elle aille ensuite servir l'armée française pendant la Révolution française. Elles sacrifient leur vie. Ces femmes-là partent à la guerre, elles combattent à coups d'épée, elles tuent d'autres hommes, elles sauvent leur nation, elles incarnent la bravoure des hommes, et il n'y a aucun problème avec ça. Les téléspectateurs adorent ces personnages qui sont principaux, contrairement à toutes les figures que nous avons évoquées précédemment, qui elles ne sont que secondaires. Nous avons vu le cas d'aliens qui se travestissent en femmes, de femmes qui se travestissent en hommes. Qu'est-ce qui se passe si un homme se travestit en homme? Il y a l'exemple de Shrek, qui se travestit d'ogre à être humain et qui est valorisé en fait par ce travestissement. Il est acclamé dans la rue comme Aladdin qui se travestit d'homme pauvre à homme riche. Quand il s'agit de travestissement de femme en femme, c'est toujours le cas de sorcières qui essayent de tuer, de conquérir ou de voler la couronne. Le cas de la méchante reine dans Blanche-Neige, de Ursula dans La Petite Sirène, Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur. Toutes ces femmes-là incarnent d'autres femmes et sont forcément mauvaises. Donc, en résumé, être une femme qui se travestit en femme est égal sorcière. Être une femme qui se travestit en homme, c'est super. Un homme qui se travestit en homme, incroyable. Pas mieux. Et un homme qui se travestit en femme, PD. Le problème n'est pas le travestissement. Le problème n'est pas d'être un extraterrestre. Le problème, c'est de se déviriliser, d'incarner le plus possible la féminité. Les traitements des personnages féminins qui se travestissent en hommes sont
plus valeureux et plus braves que leur inverse. Mais cela ne veut pas dire que les personnes transmasques, par exemple, subissent moins de violence que les personnes transfemmes. La transphobie est présente partout, toujours, tout le temps. Il n'y a pas de hiérarchisation dans mes analyses. Je ne sous-entends rien à part le fait que les traitements des personnages virils qui se dévirilisent sont forcément humiliés, moqués et non pris au sérieux. Ce qui est marrant, c'est que quand c'est une femme travestie en homme qui est surprise travestie, le drame est présent, le choc est présent. Et généralement, lorsque c'est un homme qui se travestit en femme, le outing se fait après une tentative ratée de séduction. Mais dès que ceux-ci se font reconnaître, ils n'hésitent pas à utiliser leur violence physique d'hommes bien virils pour vaincre les méchants. Salut, on s'ennuie. Quel homme! Enfin, presque. J'aimerais d'ailleurs ajouter un texte de Virginie Despentes qu'elle a écrit dans King Kong Theory. Les hommes aiment les hommes. Ils nous expliquent tout le temps combien ils aiment les femmes. Mais on sait toutes qu'ils nous bobardent. Ils s'aiment entre eux, ils se baisent à travers les femmes. Beaucoup d'entre eux pensent déjà aux potes quand ils sont dans une chatte. Ils se regardent au cinéma, se donnent de beaux rôles. Ils se trouvent puissants, fanfaronnent, n'en reviennent pas d'être aussi forts, beaux et courageux. Ils écrivent les uns pour les autres, ils se congratulent, ils se soutiennent, ils ont raison. Mais à force de les entendre se plaindre que les femmes ne baissent pas assez, n'aiment pas le sexe comme il faudrait, ne comprennent jamais rien, on ne peut s'empêcher de se demander « Qu'est-ce qu'ils attendent pour s'enculer ? Allez-y, si ça peut vous rendre plus souriant, c'est que c'est super. » Et parmi les choses qu'on leur a correctement inculquées, il y a la peur d'être pédé, l'obligation d'aimer les femmes. Alors ils filent droit, ils renaclent mais obéissent. Au passage, ils torgnolent une fille ou deux, furieux de devoir faire avec. Est-ce que c'est parce que les réalisateurs de Him, de Candy, de l'officier Spector, de Pickly et Jumba sont des hommes que du coup ces personnages-là deviennent des outils phonophobes anti-LGBT? Et bien que cette question soit une question rhétorique, je vous propose d'examiner des dessins animés qui ont été créés par des réalisatrices ou des personnes LGBT pour savoir si c'est vraiment ça le problème. We are in the future. I can't believe we've come so far. Steven Universe Future, here we are. Il n'existe que très peu de dessins animés qui ont été faits et réalisés par des femmes ou des personnes LGBTQIA+. Il y a le cas, par exemple, du coup déjà cité, des Teletubbies, qui a été réalisé par Anne Wood, qui ne présente aucun outil pholophobe. Il n'y a pas de problème, les seuls problèmes c'est les personnes qui sont scandalisées par le sac à main de Tinky Winky. Rebecca Sugar, qui est une personne non-binaire bisexuelle, a réalisé la série d'animation Steven Universe. Composée de 5 saisons, Steven Universe présente un petit garçon, qui s'appelle Steven, qui est élevé, qui est mi-extraterrestre, mi-humain, et qui est élevé du coup par 3 amis de sa mère, extraterrestres, qui le protègent des dangers auxquels il peut être confronté. Rebecca Sugar en fait a créé ce dessin animé en réaction à tous ces dessins animés qui parlent d'amour en montrant une séquestration, ou en montrant un kidnapping, ou en montrant des violences. Ou un non-consentement. Ce dessin animé parle beaucoup d'amour. Autant un amour familial que amical, que toxique, que parental. C'est un dessin animé que je recommande énormément. Steven est un petit garçon qui ne présente aucun caractère, on va dire, masculin chiant, si je puis le dire comme ça. Il a une armure rose, il a un lion rose, son arme fétiche est un bouclier, il se défend, il protège plutôt que de combattre. Il a toujours des discussions avec les méchants de ce dessin animé. Souvent, ça se résout par ce dialogue-là, plus que par des combats. On a l'exemple, du coup, d'un personnage masculin qui accepte de pleurer devant tout le monde, qui peut éprouver de la douleur et le montrer visuellement, qui est à l'écoute des autres personnages. Il y a des thèmes qui sont très sérieux dans ce dessin animé, comme la dépression, comme le deuil, comme la dysphorie de genre. Donc, je trouve que c'est un dessin animé assez intéressant à regarder, qui fait du bien, bien que peut-être un petit peu trop pipou à mon goût. Mais bon, c'est moi que ça concerne. Steven Universe est un dessin animé qui a été produit par Cartoon Network
une société qui a aussi produit les Super Nanas, avec Him, le queer diabolique. Les Super Nanas réalisés par un homme, Steven Universe réalisé par une personne non-binaire. Je vous laisse faire le calcul. Nous avons aussi l'exemple sur Netflix de She-Ra et les princesses au pouvoir, qui est un dessin animé qui a été repris, car à l'origine il s'agissait d'un dessin animé des années 80. Et là nous avons Noelle Stevenson, une femme lesbienne qui du coup a repris ce dessin animé, présentant une femme qui s'appelle Adora, qui va de planète en planète pour sauver le monde et qui incarne une forme de déesse qui s'appelle du coup She-Ra. Dans ce dessin animé, il y a plusieurs choses qui ont changé par rapport à la version des années 80. Par exemple, l'affiche montre une She-Ra moins sexualisée que celle dans les années 80, avec un corps moins destiné à être une Barbie. She-Ra qui tombe amoureuse de sa meilleure amie et qui, désolé pour le spoil, finit en couple avec elle. Le dessin animé se termine comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ce dessin animé, et surtout les fans de la première heure, de la première édition, qui ont dit que c'était une lesbienne garçon manqué qui avait réimaginé She-Ra comme une lesbienne garçon manqué. Nous avons des exemples aussi de personnages qui sont plutôt diversifiés dans leur corps, dans leur couleur de peau et dans leur attitude, alors que dans le dessin animé des années 80, on était souvent sur le même type de personnage. Autre chose que j'ai oublié de préciser dans Steven Universe, nous avons enfin un mariage aussi lesbien qui est présenté, mais cette fois, contrairement à Plickly et Jumba qui se marient aussi, cette fois ce mariage est pris au sérieux, nous célébrons vraiment l'amour et la joie de vivre, et ce n'est pas ridiculisé. Garnet, Tinky Winky, Catra, Amethyst, Po, Steven, She-Ra, Lala, Pearl, Dipsy et les princesses d'Adventure Time. Ces êtres de l'espace queer qui déconstruisent les stéréotypes préalablement bâtis par certains réalisateurs. Ces nouveaux et nouvelles uranistes qui sont créés par des femmes. Il serait sans doute trop extrême d'annoncer que seules les femmes ont réussi à créer des personnages ne répondant pas à des clichés phallophobes. Et pourtant, la série des Super Nanas où figure Him, le personnage diaboliquement dévirilisé, a été réalisée par un homme et produite par Cartoon Networks, qui a aussi produit Steven Universe, série construite cette fois par une personne non-binaire bisexuelle. Au moins, cette coïncidence mérite-t-elle d'être évoquée. Les exemples de Candy, Plickly et Jumba montrent de manière flagrante qu'un réalisateur qui ne s'intéresse pas aux questions des représentations de genre et qui ne connaît la communauté LGBTQ+, qu'au travers de vagues figures stéréotypées, aura davantage tendance à reproduire des clichés sur les minorités dans ses dessins animés qu'à chercher à approfondir le développement de ses personnages sur ces questions. Candy et Plickly sont les mêmes, et elles sont déshumanisées pour prouver que l'existence des dégénérés sexuels défie toutes les grandes lois biologiques et sociologiques du genre. Il faut les transformer en monstres de l'espace pour accentuer l'anormalité des vrais uranistes. Les zinzins de l'espace, Lilo et Stitch et American Dad n'invitent pas, bien sûr, leurs téléspectatrices à exterminer le peuple uranien. Et ils n'invitent pas frontalement à discriminer les garçons qui s'habillent en filles. Mais ils participent à la transmission lassante et parfois meurtrière des images stigmatisantes sur les LGBT. Stigmates qui ne proviennent pas que des dessins animés. La déshumanisation des minorités sexuelles et ou de genre est un outil qui est lui-même le fruit d'une construction plus ancienne. Car le problème majeur, ce n'est pas d'être pédé, c'est d'en être fier. Candy et Plickly se cachent des humains et humaines, mais elles ne cachent pas leur orientation sexuelle, leur genre et leurs affections pour la féminité à leurs camarades, au contraire. C'est ce même genre d'attention portée au raffinement vestimentaire et au physique qui permet de qualifier un homme de non-viril et de qualifier les non-virils de monstres. Règle que Disney a mise en place depuis de nombreuses décennies. Il faut diaboliser les transgresseurs du genre et valoriser les hommes masculins virils en leur donnant comme récompense de belles princesses n'attendant que d'être sauvées. Les personnes efféminées sont mauvaises, même le diable est pédé. Ces aliens et méchants miment des gestes sexuels de l'érotisme féminin, ce sont de vrais pervers. Tels sont les messages implicites déchiffrés dans ce mémoire qui permettent de comprendre que ces coïncidences n'en sont pas et qu'il y a un vrai travail d'iconographie LGBT-phobe construit pour condamner tout ce qui s'éloigne de la masculinité hétéronormée. Ce n'est pas le travestissement qui est condamnable, c'est de se déviriliser. S'il en allait autrement, le travestissement des femmes dans les dessins animés serait lui aussi diabolisé. J'espère, peut-être naïvement, qu'avec l'aide de ces réflexions, notre vigilance quant aux représentations stigmatisantes des LGBTQ+, dans les œuvres audiovisuelles sera plus aiguisée. Pour éventuellement venir à bout des stéréotypes
Il faudrait que les représentations des queers soient plus denses et réalistes. Si Candy n'avait pas été la seule queer dans sa maison, peut-être que le stéréotype de la folle aurait été moins violent, puisqu'il serait accompagné d'une autre figure queer forcément différente. Peut-être faudrait-il prendre l'exemple d'Alison Bechdel et inventer un test à notre tour pour comprendre si un personnage ouvertement queer est le produit de clichés. Il y a 5 questions qu'on doit se poser en regardant une œuvre cinématographique. Y a-t-il au moins 2 personnages ouvertement LGBT dans l'œuvre? Est-ce qu'ils sont humains ou gentils? Sont-ils la source de moqueries dans l'œuvre? Sont-ils présentés comme étant des pervers sexuels? Font-ils mention ou sommes-nous témoins d'au moins une relation amoureuse dans laquelle la ou les personnages sont épanouis? Le test de Candy peut très certainement permettre d'analyser la construction systématique d'un personnage LGBTQ+, présenté comme étant un transgresseur du genre non humain. De nombreux écrivains et écrivaines comme Virginie Despentes, Paul B. Preciado, Victor Tuaillon et Virginia Woolf dénoncent l'obsession qu'a la société patriarcale pour la virilité. C'est un vrai sujet à déconstruire, des règles à transgresser, des positions à prendre, des doigts d'honneur à lancer. Car en effet, pour reprendre les propos de Despentes, il est temps pour ces hommes d'aller s'enculer entre eux quelque temps. Il est temps de le montrer, il est temps de tout mettre à la poubelle et de laisser ces serviteurs de la virilité hétéronormée prendre leur retraite. Il est temps d'accorder la possibilité aux minorités de s'exprimer. Et c'est ce qui commence enfin. Alison Bechdel, Rebecca Sugar, Noel Stevenson, Anne Wood, des personnes issues de minorités qui connaissent leur sujet, qui déconstruisent pierre après pierre les fondations pourries édifiées sur des mensonges. Il est temps pour nous, les minorités, de parler en notre nom. Cette chance a été donnée aux autres et l'image des LGBTQ+, a été ainsi principalement salie. Nous sommes les seuls à pouvoir redorer notre image. Profitons-en, car c'est grâce au travail des anciens et anciennes uranistes que nous sommes en mesure de le faire aujourd'hui. De pouvoir diversifier notre image, de pouvoir déconstruire le genre, le sexe, les relations, la virilité, la féminité et les identités. D'arrêter d'utiliser encore et encore les mêmes genres de personnages de fiction pour enfin varier les figures, et de visibiliser le plus possible les uranistes. Ainsi, Naël Deria nous invite-t-elle aussi à le faire. Enfin, mes chères sœurs et mes chers frères issus des minorités, unissons-nous, écrivons nos propres scénarios, faisons nos films et soyons maîtres de nos narrations. À bas l'hétéropatriarcat, à bas la bourgeoisie du cinéma français. Merci. Et évidemment, j'ai écrit ça en 2021. Un mémoire de recherche que j'ai écrit aux Beaux-Arts en 2021. Les choses sont différentes aujourd'hui. Il y a eu de nouvelles figures LGBT qui ont été faites, qui ont été construites et que nous avons vues. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité. Je pense malheureusement que beaucoup de ces personnages montrent des personnes LGBT qui s'hétéronormalisent, qui se marient, qui ont des enfants, qui sont heureux dans une vie de droitard et dans une vie capitaliste. Il faut qu'on diversifie d'autant plus nos images. Il ne faut pas se contenter de quotas. Il faut adorer nos anciennes icônes. Candy, Plickly, Jumba, Him sont des personnages que je chéris énormément. Ce n'est pas parce que je les critique que je ne les aime pas. Elles ont construit mon identité aujourd'hui. Il y a des personnages comme dans Rocky Horror Picture Show ou Pink Flamingos qui sortent des normes et qui sont punk et qui font partie de notre culture. Je vous invite à vous renseigner, à découvrir ces images, à découvrir ces anciens personnages et à les aimer d'autant plus car ils ont construit notre culture et nos identités. Ne nous normalisons pas et soyons fiers de qui nous sommes. Au revoir. C'était très présidentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cela me fait très plaisir si vous avez regardé jusqu'au bout. C'est un format assez spécial. Je suis content. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un pouce, un commentaire, une tirade si vous en avez envie. J'ai envie de savoir vos avis, de connaître des personnages que je ne connaissais pas par votre biais. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des gens que je n'ai pas cités. Ça me ferait plaisir d'augmenter ma culture, d'autant plus si elle est LGBT. Je tiens à remercier Ada Ponchou, fidèle au poste, toujours présente à la régie et à la conception de ces vidéos, et Solal Trotter dans la régie et la caméra et les lumières. Merci à tous. Passez un joyeux Noël.
Get up.